Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast dédié au smart lifestyle, aux investissements et aujourd'hui plus particulièrement on va parler des crypto-monnaies. Aujourd'hui j'ai la chance d'avoir avec moi Léa et Nathan. Comment vous allez? Salut, Nickel, ça va. ça va, nickel, merci. Bon, ben, merci à vous pour être là aujourd'hui sur le podcast avec nous et de partager un peu de votre temps pour nous faire un retour de vos expériences. Donc, avant de rentrer peut-être dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez un petit peu vous présenter et nous parler de comment vous êtes arrivé dans l'écosystème, peut-être Web3, crypto, et puis après on fera le lien aussi avec un bar à Toulouse qui s'appelle Le Bon Mélange. Tu veux commencer? Non, je t'en prie. Ok. Je me présente, Nathan Poncet. J'ai commencé un peu dans l'entrepreneuriat avec une salle de sport, ensuite avec un bar. J'ai découvert les cryptos pendant le confinement. Je connaissais déjà un peu les crypto-monnaies, mais j'en avais une très mauvaise expérience parce que j'en avais entendu parler avec les médias. Et pendant le confinement, là, j'ai vraiment creusé le sujet et je me suis rendu compte que j'étais vraiment à l'aube du prochain bull run. Donc, j'en ai profité comme il fallait. Une fois qu'on a réouvert les établissements, donc une fois qu'on a pu réouvrir le bar, là, j'ai eu vraiment envie de pouvoir accepter la crypto comme moyen de paiement. Donc, du coup, on s'est lancé et voilà. Ça marche. Léa, du coup. Et moi, du coup, Léa Maud, à la base, je suis ingénieure en télécommunication et réseau, avec une grosse partie de développement et une spécialité cybersécurité pendant à peu près 4 ans. Ok. Et j'ai découvert le milieu des crypto-monnaies grâce à mes amis qui faisaient que m'en parler à longueur de journée. Et du coup, ça m'a donné envie de m'y intéresser. Mais ce qui m'intéressait plus, c'était vraiment la partie technologie, blockchain, plus que spéculation, trading. Et du coup, je me suis lancée là-dedans et pendant un an, je me suis formée à tout ce qui était Web3, blockchain, DeFi pour développer mes petites apps décentralisées. Ok, ça marche, c'est super intéressant parce que du coup, on a un profil ingénieur, profil entrepreneur aussi. Du coup, on va dire d'un point de vue crypto-monnaie, je sens que c'est plus le côté technique, technologique qui peut y avoir derrière et peut-être même en termes de valeur, hein, avec la décentralisation, le fait de posséder ses actifs, etc. Et du coup, Léa, t'en es venu même au point, aujourd'hui, c'est ton métier temps plein de développer des applications là-dessus ou c'est un Euh, passe-temps encore? pour l'instant, ça l'est pas, mais dans un avenir proche, ça va le devenir. D'accord, donc il y a vraiment cette volonté d'aller dans cet écosystème à temps plein. Ouais, Et totalement. Nathan, du coup, dans le cadre du bar, pouvoir autoriser le paiement en crypto. Donc effectivement, hein, le bar, c'est le bon mélange qui a. Alors peut-être tu peux présenter un petit peu l'endroit où il est. Donc je dis Toulouse pour ceux qui nous écoutent et qui sont pas forcément de la région, mais voilà. Et la particularité de ce bar, c'est que tu permets le paiement en fait en crypto-monnaie. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur euh, est-ce que toutes les cryptos sont autorisées? Comment ça marche? Est-ce que vous êtes un des premiers bars à faire ça en France ou à l'échelle régionale? Comment ça s'est fait en fait de base? Yes. Alors, à la base, pour qu'on sache de quoi on parle, une cave et bar à bière, vin et fromage. D'accord. Du coup, ça a presque l'aspect d'un restaurant, mais c'est vraiment décontracté, chill, avec une salle unique et que des produits voilà, de qualité, bière, vin, fromage, très simple. Voilà, donc on a décidé d'accepter la crypto en juin 2021, Ok. 22, 2022. 2022. Et donc, du coup, on a commencé par le Bitcoin. Et on a commencé avec quelque chose de très simple, parce que nous, on voulait pas commencer à s'accabler de grosses démarches et de gros process compliqués. Du coup, on a choisi Lizzy, qui est une application française. C'est une fintech française qui développe une application dans les paiements crypto, justement. Et on a trouvé le système vraiment très simplifié, que ce soit pour les commerçants ou pour les clients. Et du coup, ça a été vraiment notre porte d'entrée dans cette solution. Et ensuite, après, on a développé toutes les autres solutions pour, on va dire, les personnes qui s'y connaissent.
donc avec les wallets décentralisés sur différents réseaux. Et du coup, après, on s'est mis à accepter tout un panel de crypto-monnaies différentes, pas que le Bitcoin. OK. Et du coup, quand tu as monté ce projet avec ce bar, tu m'as dit que tu étais avec un autre gérant, hein, c'est ça? Oui, Co à la base, comment co comment en fait, c'est un peu la question qu'on se pose parce que les crypto-monnaies, c'est vrai que la démocratisation, elle se fait petit à petit, mais c'est pas forcément encore, on va dire, mainstream. Hem, que Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que ton associé, il est, totalement en phase avec ça et du coup ça s'est fait naturellement ou comment s'est fait le process un peu, dans la démarche? yes. Bah, en fait, quand j'ai découvert la crypto justement pendant le bull run de 2020, donc le confinement en 2020, j'ai très vite commencé à en parler à mes associés du bar. Donc à l'époque, on était trois. Il y en a un qui est parti, donc maintenant on n'est plus que deux. Et eux, d'un aspect entrepreneurial et comme moi, pour l'intérêt spéculatif que ça représentait, euh, c'est ça qui nous a amenés dedans en premier lieu. Bah, eux, du coup, ils s'y sont intéressés aussi. Et du coup, quand l'idée m'est venue, parce que j'étais quand même un cran peut-être un peu plus passionné qu'eux, et du coup, quand est venue l'idée sur la table d'accepter la crypto comme moyen de paiement, c'est tout de suite, c'est passé fluide. C'est tout de suite paru comme une bonne idée aussi pour les deux. D'accord. Et c'est vraiment une stratégie, on va dire, d'encourager, on va dire, le consommateur à aller vers ça, parce que c'est vrai que quand on va dans le bar, donc j'y suis allé qu'une fois, hein, mais on voit de suite, il y a l'icône Bitcoin, par exemple, sur la devanture. Il y a des événements, on en parlera un petit peu plus tard dans cet épisode. Mais est-ce qu'il y a vraiment une volonté de développer ça ou c'est juste une option supplémentaire pour le côté tech? Quelle est la politique un peu là-dessus? Alors, la politique, elle est très simple. C'est pas d'imposer ça aux clients qui sont pas du tout là-dedans. Ouais. C'est vraiment de créer un endroit confortable et chaleureux pour les gens qui sont dedans. C'est-à-dire qu'à Toulouse, on a une communauté qui est quand même très forte dans la crypto. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai cru comprendre qu'ils n'avaient pas vraiment de lieu, on va dire, très, spécialement accueillant là-dessus, quoi. Hmm. Évidemment, ils peuvent aller quand même où ils veulent, ils sont jamais rejetés, mais disons qu'il n'y a pas un endroit où bah, le patron les accueille les bras ouverts parce que lui aussi, il aime beaucoup ce milieu, cette communauté et toutes les innovations qu'il y a derrière. Donc là, c'était vraiment l'objectif de créer un petit chez soi pour toutes les personnes qui sont dans ce milieu-là. OK, ouais, c'est super intéressant et c'est vrai qu'on voit qu'il y a des groupes Telegram, des personnes qui essayent de se rassembler, notamment dans les grandes villes françaises, mais qu'il y a pas forcément des lieux pour se rassembler ou pour échanger ou qui est crypto-friendly, on va dire, en termes de paiement et tout ça. Et un bar, bah, c'est vrai que c'est parfait, hein, pour faire des soirées, pour échanger sur ces thématiques entre passionnés. Enfin, pour avoir testé un des événements, c'était vraiment très sympa. Et du coup, Léa, donc tu développes par exemple des applications Web3, DeFi. Est-ce que tu peux peut-être nous définir déjà ce qu'est le Web3 et la DeFi pour les personnes qui nous écoutent et qui sont vraiment novices dans le domaine, parce que l'objectif aussi c'est de vulgariser un petit peu ce monde-là. Et est-ce que dans ces applications, tu as aussi peut-être des interactions avec le bar? Est-ce que par exemple vous développez des projets en commun, créer une synergie en fait là-dessus? Alors, le Web3. Question piège un petit peu, mais. Large comme sujet. Moi, je vois ça comme le Web 2, mais avec l'appartenance. Ce qui est euh, sur la blockchain t'appartient. Genre, tes NFT, ils sont à toi. Hmm. C'est comme ça que je le vois. Je sais pas si tu peux Mhm. m'aider sur votre réponse. Ouais, 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 c'est à peu près ça. Dans le Web 2, on peut construire, on peut créer du contenu. Ouais, c'est ça. Dans le Web 3, on peut le posséder. On peut posséder des actifs digitaux. C'est vraiment la grosse frontière qui sépare les deux. Après, même la définition du Web 3, elle est presque encore un peu floue aujourd'hui. Je pense qu'elle va se définir dans les prochaines années, mais ce serait à peu près ça aujourd'hui, la grosse différence, je pense. Je sais pas. Ouais, c'est vrai que c'est un monde qui est en mutation et il y a tout à construire. C'est vrai qu'il y a cette notion de blockchain qui revient quand même souvent.
et le concept aussi des NFT. Donc souvent, quand on parle de NFT, on entend de suite les images pixelisées, voilà, avec beaucoup de spéculation derrière. Mais il faut savoir que derrière la technologie et le principe de NFT, et je crois qu'il y en a d'ailleurs au niveau du bar, donc tu pourras nous en parler un petit peu après, on peut avoir plein de choses. On peut avoir des avantages, ça peut être des places de concert, ça peut être dans l'immobilier même, par exemple, ça peut être posséder une portion d'un logement. Tout peut se faire sous la forme d'un NFT. Donc effectivement, ça c'est quelque chose qui révolutionne et qui fait partie du Web3. Et du coup, pardon, je t'ai coupé, Léa, par rapport à la DeFi et aux éventuels projets communs avec le bar. Bah, du coup, typiquement avec le bar, on a fait une collection NFT qui permet du coup aux clients qui ont leur NFT, du coup nos NFT s'appellent les Bob. Ok, En gros, on a pris le logo du bar, on lui a rajouté des bras et des jambes et des petits accessoires. Et en gros, chaque accessoire a un niveau de rareté. Et plus la personne a un bob avec des éléments rares, plus elle aura des avantages sur certains aspects du bar. Comme ça peut ok. être sur les plateaux fromage charcuterie ou la bière ou le vin. Et voilà. Et du coup, on a fait une collection de 500 bobs qu'on distribue aux gens qui viennent aux soirées crypto, soirées spéciales. D'accord, donc c'est toi qui a vraiment à partir de, enfin, qui a développé la collection, qui a développé un petit peu tout ça, quoi. C'est ça. Mais en gros, tu as Nathan qui a fait tout le design, tout ce qui était les dessins. Et Ok. moi, je l'ai assemblé pour faire une image, pour faire le NFT. Et j'ai développé le smart contract qui a uploadé ça sur OpenSea. D'accord. Donc, concrètement, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, si par exemple je veux avoir ce NFT, et je trouve l'idée géniale en fait qu'il y ait ce concept où pour les gens qui s'intéressent à l'univers crypto, NFT, et ce côté application et valeur dans la vraie vie où c'est lié à des réductions sur des consos ou sur des produits du bar. Donc ça, c'est juste top. Et concrètement, je viens dans le bar, voilà, je veux participer et je veux essayer d'avoir mon premier NFT, par exemple. Euh, Comment ça se passe concrètement? Quelles sont les étapes qu'il doit faire pour y arriver? Alors, c'est très simple. Il suffit d'installer une application qui va permettre de posséder des actifs numériques, des cryptoactifs. Et c'est une application qui est pas plus compliquée que Lydia ou n'importe quelle application de portefeuille, par exemple. Et une fois que la personne a installé cette application, en 5-10 minutes, eh bien, elle pourra m'envoyer son adresse, une sorte d'équivalent, par exemple, à un RIB, qui me permettra à moi de lui envoyer le NFT. Et voilà, aussi simple que D'accord. ça. Ouais, donc c'est par exemple des wallets type MetaMask, des choses comme Exactement. ça. D'accord. Ouais. D'accord, super. Et par contre, d'un point de vue paiement maintenant, c'est-à-dire que je, je, je veux payer ma bière au bar en utilisant de la crypto-monnaie. Concrètement, comment ça se passe? C'est aussi avec mon wallet, comme ça, je donne mon adresse? Est-ce que j'ai une carte à mettre sur un lecteur? Voilà, pour les personnes qui connaissent pas du tout et qui payent par carte bleue ou en espèces, là, comment ça se passe, en fait? Il y a multiples solutions. Il y a effectivement ce wallet dont on vient de parler, hein, qui fonctionne un peu comme Lydia. Par exemple, pour le plus connu, MetaMask, où là, effectivement, il va falloir que je lui donne le montant à payer. Donc, nous, dans le bar, on a une petite calculatrice qui permet de savoir combien la personne doit envoyer de crypto-monnaie en fonction de quelle crypto-monnaie elle a choisi, puisque si elle choisit telle crypto plutôt qu'une autre, ce ne sera pas le même montant, Eh oui, évidemment, parce que le montant en euros n'est pas le même. Enfin, le montant en euros reste le même, mais la crypto en face, du coup, le montant n'est pas le même. Et du coup, après, elle m'envoie avec ce même système d'adresse. Moi, je lui donne mon adresse. Moi, c'est un QR code qu'elle va scanner. Ça affiche l'adresse directement dans son MetaMask. Et hop, elle m'envoie la crypto. Je la reçois en 15-20 secondes selon les réseaux. Et sur Polygon ou Solana ou certains réseaux, c'est quasi instantané. Et du coup, je le vois immédiatement et c'est fantastique. Ça passe pas par un intermédiaire, il n'y a pas de commission au passage, c'est directement sur le portefeuille. c'est clair. Ouais, là, c'est clair. On est du peer-to-peer, donc il n'y a pas y a pas de frais. Ouais, non, mais c'est super. Enfin, je trouve le principe super intéressant. Par contre, du coup, ça soulève pas mal de questions de mon côté.
vous acceptez donc plusieurs crypto-monnaies? Mmh. OK. Heu, on connaît un peu la volatilité des cryptos. Est-ce qu'il y a une peur peut-être, si par exemple je paye ma bière, je dis n'importe quoi, 4 € en équivalent d'une crypto à l'instant T. Si Mmh. demain le token se pète la gueule, concrètement, j'ai peut-être acheté ma bière, 50 centimes pour toi, quoi. C'est ça. Tu vois? Ouais. Mais vous êtes prêt avec ce risque, enfin avec cette notion de risque et Oui. cette volatilité, Oui, absolument. C'est une décision qui a été faite en connaissance de cause et effectivement, nous aujourd'hui, on en assume pleinement les conséquences et comme ça représente une part marginale D'accord. aujourd'hui du chiffre d'affaires, aujourd'hui, on n'a même pas besoin de s'inquiéter, qu'est-ce qu'on fait de ces cryptos en termes de gestion? Pour l'instant, on les stocke, mais si demain la part de chiffre d'affaires est représentée par les paiements crypto s'avère importante, là, effectivement, reste à nous de devoir arbitrer, c'est-à-dire peut-être transformer certaines cryptos en stablecoin, donc D'accord. des cryptos qui vont suivre le cours d'un dollar ou d'un euro, Mmh. pouvoir se protéger de cette volatilité qui est quand même très intense sur les marchés. Et Après, oui. on sélectionne les cryptos aussi. Mmh. C'est-à-dire que demain, par exemple vendredi, comme le vendredi 20, il y a un meet-up. Si jamais tu viens, que tu veux payer ta bière, tu pourras pas la payer en FTT. Il y a une sélection de cryptos aussi pour Oui. pas qu'on accepte tout et n'importe quoi. Oui, c'est ça, vous acceptez pas, toute n'importe quelle crypto, qui risque Ouais. de voilà, qui risque de pas survivre ou quoi que ce soit, Mm. quoi, enfin. Ouais, ouais. D'accord, et oui, et c'est vrai comme tu dis effectivement, j'y avais pas pensé, mais comme c'est une part quand même assez, marginale, on va dire de des paiements au niveau du bar, ça permet quand même de limiter le risque, Oui, correctement, quoi. oui, oui, clairement. Et puis le jour où ça devient une part importante, bah, il suffira de se protéger en transformant automatiquement, je sais pas, 20, 30, 40, 60% de tous les paiements crypto immédiatement en stablecoin. Ouais. Au moins, on est Mmh. tranquille. Ouais, pour éviter de lutter contre la volatilité potentielle, Voilà. d'accord, et l'autre question qui me vient aussi, c'est, l'aspect, peut-être, réglementation, le côté, fiscal et tout ça. Bon, parce que c'est une problématique, enfin, c'est pas une problématique, mais c'est quelque chose qui nous concerne tous. Comme c'est assez nouveau, même en tant que particulier qui, investit dans la crypto-monnaie, en France, par exemple, c'est 30 Mm. sur les plus-values. Hem, est-ce qu'il y a eu des freins ou est-ce qu'il y a eu des difficultés peut-être à implanter ce mode de paiement, d'un point de vue, bah, vous êtes quand même un établissement, enfin une entreprise, comment ça s'est fait ça? C'est un truc que je me suis souvent posé, je me suis dit: «Ça doit être, peut-être Ouais, c'est vrai que galère». c'était des questions que je me posais, moi aussi de mon côté, évidemment. Et en fait, c'est pas si compliqué que ça, à partir du moment où nous, on reste en crypto. La question va se poser le jour où on va vouloir transformer nos cryptos en autre chose que de la crypto. Que ce soit des actions, que ce soit des biens immobiliers ou autres, ou que ce soit des valeurs fiat, comme des euros. Mmh. À partir du moment où on va changer de case, on va passer d'une crypto à autre chose que de la crypto, là, c'est là où la complication va arriver. Pour l'instant, tant qu'on reste en crypto sur ces paiements-là, il y a... D'accord. Ouais, c'est vraiment la bascule de l'un vers l'autre qui peut, Oui, voilà, qui génère petit peu plus voilà, de «difficultés» entre guillemets, enfin plus de voilà, process, c'est quoi. ça. Parce qu'après, dans la gestion, on va dire au quotidien, ça change absolument rien puisque nous, sur notre logiciel de caisse, c'est-à-dire ni plus ni moins le registre de tout ce qu'on encaisse, le pourquoi du comment, c'est-à-dire est-ce que c'est un plateau de fromage ou est-ce que c'est une bière, eh bien, on continue de faire exactement pareil, seulement au moment d'encaisser, on sélectionne crypto-monnaie plutôt que carte bancaire. Mmh. Mais derrière, on va dire la part de TVA qu'on va renvoyer à l'État, pour ceux qui ont des entreprises et qui connaissent le principe, bah, du coup, elle est quand même dans le registre. Et au final, ça change absolument rien à la gestion au quotidien. D'accord, OK. Super, super intéressant, ouais, de voir un peu comment ça fonctionne, sur ce plan comptable, Pour ceux qui se freinent à cause de ce flou
où ils se disent j'ai peur de passer le pas parce que ça risque d'être compliqué, bah, sachez qu'en fait, c'est hyper simple. Tant que les paiements que vous encaissez en crypto, vous les gardez en crypto. C'est le jour où vous passez dans autre chose que de la crypto, là, il va falloir un peu, effectivement, se poser deux, trois questions, mais c'est seulement à ce moment-là. Et puis, c'est pas non plus mirobolant. On passe par des étapes bien plus compliquées dans l'entrepreneuriat. Ok, bon, le message en tout cas est passé pour les entrepreneurs ou les personnes qui veulent, pourquoi pas intégrer la crypto, puisque la démocratisation fait aussi quand même partie du processus. Et justement, une question pour vous deux là-dessus. Est-ce que, bon, déjà, avoir un bar crypto, c'est déjà une visibilité, je trouve, énorme hein, pour cet écosystème, mais est-ce que vous faites de l'éducation, peut-être pour d'autres commerces, de la démocratisation autour de vous pour faire connaître ces possibilités-là et le potentiel que ça a? Bon, ça, Alors, c'est plus toi. ok. C'est pas mon bar. Dans les autres commerces, non, pas pour l'instant. Et on va dire, même de manière générale, pour l'instant, l'éducation, c'est assez peu. Pourquoi? Parce que la période ne s'y prête pas. On est vraiment dans le creux de l'intérêt global pour ce marché-là, étant donné que l'intérêt pour ce marché est totalement corrélé à la valeur de ce marché. C'est-à-dire que là, la valeur, elle a fait que chuter depuis 1 an et demi. Mm. Plus personne s'y intéresse. Plus personne n'a envie d'entendre parler. La plupart des gens qui s'y intéressaient ont perdu de l'argent. Soit ils s'y accrochent, et dans ce cas-là, c'est les gens qu'on voit au meet-up. Soit ils ont plus envie d'entendre parler parce qu'ils sont dans la douleur, et je les comprends. Et effectivement, lorsque le prix va remonter, les médias vont commencer à en reparler, en reparler en bien, hein. Oui, les millionnaires grâce à la crypto, oui, des levées de fonds, oui, des innovations par-ci par-là. Et là, les gens vont commencer à s'y intéresser. Et c'est là, effectivement, où ce sera vraiment le bon moment pour communiquer à fond, pour faire de l'éducation à fond sur les personnes qui n'y connaissent rien du tout, mais qui, cette fois, seront ouverts. Ils auront les bras ouverts, ils auront envie, ils auront la faim de connaissances sur le sujet et aussi sur les autres commerces qui commenceront à avoir la curiosité piquée Donc ouais, donc en fait ce que tu dis c'est que la popularité ou la notoriété qu'il peut y avoir autour des crypto-monnaies, c'est quand même étroitement lié à leur valeur aujourd'hui. Mhm. Là, effectivement, le marché, il est en difficulté depuis 1 an et demi, ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui investissaient dedans et qui se disent, bon, en fait, c'est des actifs très risqués, mais là, du coup, ils se disent, bon, je sors de là et je veux plus en entendre parler. Et du coup, il reste des personnes ben, comme vous, par exemple, qui sont plutôt intéressées sur le côté tech, sur les valeurs aussi derrière. Et c'est là où il y a à mon sens, vous allez me dire un peu ce que vous en pensez, mais un paradoxe entre la crypto-monnaie où beaucoup de personnes y vont pour le côté spéculatif ou réserve de valeur, alors que de base, l'idée un peu des crypto-monnaies, c'est plutôt l'utilisation qu'il y a concrètement avec ton bar, qui est un moyen d'échange et un moyen de paiement sans passer par des intermédiaires, donc de la décentralisation, et qui permet d'avoir vraiment une propriété de ces actifs et de ne pas avoir forcément un tiers de confiance qui gère cet argent comme pour nous, comme une banque ou un gouvernement par exemple. Et donc du coup, est-ce que vous vous retrouvez pas confronté un peu à ce paradoxe avec des gens qui vont dire ben, moi je vais pas forcément payer ma bière en bitcoin parce que moi je vois cet actif comme une réserve de valeur pour moi et donc j'ai plutôt tout intérêt à le garder plutôt que le vendre alors que ça va un peu à l'encontre de l'idée de base. Enfin, c'est la vision que j'en ai, tu vois. Je trouve qu'il y a un décalage un peu entre les deux où les gens sont plus en mode je spécule pour que ça fasse plus 20, plus 30% d'ici 2 ans, plutôt que de se dire, ah mais non, mais en fait, c'est un moyen d'échange très rapide, instantané. Tu vois, enfin, qu'est-ce que vous Oui, c'est pensez un peu vrai. de ça? Non, c'est totalement vrai ce que tu dis, et c'est vrai que je m'étais aussi un peu fait la réflexion, et je pense que ça, c'est parce qu'on est en Europe, et qu'en Europe, on n'a pas trop cette question vraiment à se poser de confiance par rapport à notre monnaie, oui, par qui c'est géré, est-ce que c'est bien géré, machin. Il y a des pays où l'idée même de pouvoir se transférer facilement de l'argent,
c'est un miracle parce que la plupart des gens ne sont pas forcément bancarisés. Mmh. En Afrique, par exemple, c'est miraculeux de pouvoir s'envoyer de l'argent sans devoir rendre des comptes à qui que ce soit et sans avoir de risque d'aller en prison parce que on a envoyé de l'argent pour une cause qui va pas forcément avec la vision de l'État, du Ouais. gouvernement. Ouais, c'est vrai qu'il y a ce côté, il y a des pays où, ben, on peut, typiquement, geler l'argent, dans les banques, il y a des monnaies qui sont un peu plus qui sont faibles et donc qui vont subir une inflation juste monstrueuse, comparée à l'euro ou au dollar, par exemple. Et là, effectivement, le côté monnaie d'échange, enfin nouvelle monnaie d'échange prend tout son sens. Hem, pour rester peut-être sur ce côté investissement, heu, sans rentrer dans les détails bien sûr, est-ce que vous personnellement vous investissez dans l'écosystème crypto-monnaie? Et si oui, est-ce que vous avez, des stratégies peut-être pour des débutants? Qu'est-ce que vous recommanderiez pour un débutant qui veut se lancer dedans? Est-ce qu'il y a des cryptos, moins risqués que d'autres? Est-ce que vous suivez des projets particuliers? Peut-être pour le côté DeFi, Web3, il y a tous les côtés un peu play to les jeux vidéo, les play to earn. Moi, je m'intéresse beaucoup, notamment sur cette chaîne, au move to earn parce que je fais pas mal de sport et j'ai vraiment aimé le concept d'allier crypto-monnaie, NFT, donc on possède des actifs du jeu et on est récompensé par rapport à une certaine activité physique, même s'il y a eu des bulles spéculatives sur certains et bon, il y a encore des choses à bricoler là-dessus. Mais vous, un peu, c'est quoi votre quotidien en fait dans la crypto à titre individuel? Moi, ça va aller très vite. Je viens de commencer à investir, donc ça, Ok. je le fais plutôt. Donc, donc du coup, tu étais plus intéressé vraiment par le côté tech et ce qu'il y a derrière, ce qu'on peut développer, plutôt que purement le côté spéculatif qui concerne, je pense, la grande majorité des gens qui s'intéressent à la crypto, en fait, finalement. C'est ça. Carrément, ouais. Ouais, c'est Ah, là, top. je choisis le meilleur moment pour commencer d'investir. Le Ouais. moment où tout le monde capitule. Ah, mais là, c'est clair que pour le coup, les prix Euh, sont bas, ouais, donc c'est pas mal. voilà, il y a des gens qui paniquent, puis il y a des gens qui achètent la panique. Mais ça, c'est pour rebondir dessus avant que Nathan, tu nous parles un peu de ton cas, mais c'est intéressant de d'abord s'intéresser, enfin, je trouve, de se renseigner sur la technologie, sur ce qu'il y a derrière, sur les valeurs, pour ensuite peut-être commencer à mettre des billes dedans. Alors moi, je fais un disclaimer, de toute façon, dans quasiment toutes les vidéos, ça reste des actifs très risqués, il y a pas de conseils en investissement là-dedans et vraiment pour le coup là, il faut investir que ce que vous êtes prêt à perdre. Donc Carrément, ne dites pas que vous mettez la moitié de votre salaire s'il vous plaît dans la crypto là. Mais mais effectivement, il faut avant tout se renseigner, alors soit en rentrer dedans comme Léa qui du coup développe des projets et tout ça, mais au moins quand même lire des sources d'informations, croiser les sources et derrière, voilà, éviter d'aller sur des coups de tête, même si effectivement il y a des gens qui se sont fait, beaucoup d'argent, sur certaines crypto-monnaies, mais qui ont également risqué beaucoup. Et il y en a qui ont perdu énormément, tu en as parlé un petit peu Nathan, avec FTX, par exemple. ouais. OK. Ouais, carrément, c'est très clairvoyant ce que tu dis. Je pense que la meilleure des réponses que je pourrais donner à cette question, qu'est-ce que je recommande à des débutants, c'est de s'informer. Ça passe par là. Si on veut vraiment performer financièrement dans ce domaine, je pense que la meilleure des solutions, c'est de s'informer en fait. C'est de compter sur soi et sur ses connaissances dans le domaine. Parce que, il y a un adage qui dit la connaissance, ça vaut de l'or. Bah, je pense que dans le monde de la crypto, cet adage est vraiment très très vrai, quoi. Mmh. Bref. Et du coup, sur une stratégie particulière qui pourrait être efficace pour quelqu'un qui débute, je pense que c'est le DCA, comme on dit, le Dollar Cost Average, qui signifie en fait mettre un petit peu de façon régulière, par exemple toutes les semaines ou tous les mois, sans regarder les cours, sans regarder les bougies vertes, rouges, violettes. Euh, Là, il s'agit juste de mettre un petit peu tous les mois. Et après, une autre stratégie qui est quand même particulièrement efficace, c'est de diversifier un petit peu. Je pense que mettre tout sur une crypto, c'est pas une bonne idée forcément, à
moins que voilà, ce soit réfléchi et que ça ait un sens. Euh, je pense que vraiment, dans un but d'investissement, c'est bien de se diversifier. Après, de là, en avoir 90, pareil, faut que ça ait un sens. Et du coup, des projets solides qui vont être moins risqués que d'autres, oui, il y en a, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Je pense qu'à partir du moment où un projet il va être capitalisé à plusieurs milliards, il est déjà de base plus solide qu'un projet qui va être capitalisé à plusieurs centaines de milliers d'euros ou plusieurs millions même. Tout à fait, ouais. Ouais. Du coup, quand tu parles de projets solides, notamment, on peut citer quand même Bitcoin et Ethereum quand même Bien sûr, sur les bien deux, sûr. sur les deux les plus costauds, on va dire. Et c'est super là ce que tu as récapitulé, c'est qu'il y a quand même deux notions et qui sont vraies en fait dans pas que en crypto. On en parle beaucoup en crypto sur Twitter, etc. Mais c'est des choses qui sont valables dans tous les investissements, qui sont la diversification. Pour limiter le risque, et puis le côté DCA, c'est-à-dire plutôt que de mettre toutes mes billes d'un coup, je vais diluer sur soit quotidien, soit hebdomadaire, soit mensuel, pour après, il faut être convaincu par contre que sur le long terme, on va être sur une tendance haussière pour récupérer sa mise et avoir des gains, mais ça permet de limiter l'impact de la volatilité, et c'est quelque chose qui est fait aussi en bourse, hein, d'ailleurs, d'investir régulièrement sur le même actif. Et puis moi, c'est quelque chose, alors on en parlait aussi avec Audrey JHN qu'on a reçu sur le podcast il n'y a pas longtemps. C'est c'est aussi une stratégie en termes de, je trouve, d'équilibre vie pro, vie perso. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis pas à regarder les graphes tous les jours ou à suivre les nouvelles cryptos qui sortent, etc. Je me renseigne pas mal dans les médias, ou enfin les médias, pas les médias traditionnels, on s'entend, mais je me renseigne pas mal. Mais par contre, sur le côté investissement, je peux pas suivre toute la journée, voilà, avec un boulot temps plein, avec le sport, etc. Et l'avantage du DCA, c'est que c'est automatisé, on peut définir une certaine somme, et puis ça peut même il y a des outils qui permettent de le faire de manière automatique quand on a les fonds, bien sûr. Et ça, c'est quand même assez pratique. Donc du coup, pour vous concrètement, vous êtes sur du DCA ou vous essayez aussi de temps en temps un peu à faire des petits moves sur des Ah, projets ça, c'était la stratégie, on va dire, pour un débutant, comme tu disais. Ouais. Et, bah, je me considère toujours humblement comme un débutant, étant donné que voilà, ça fait pas non plus 15-20 ans que je suis dans le milieu. Le DCA, ça va constituer plus ou moins la base. Et après, effectivement, on va s'amuser un peu plus aussi à côté. Mais parce que j'y passe un nombre d'heures incalculable aussi. Et oui, tout à fait. En fait, si on veut vraiment être actif, parce qu'une fois qu'on a mis un DCA en place, on est passif sur le marché finalement, on n'est plus actif. Mais si on veut vraiment être actif sur le marché, je pense que vraiment le nerf de la guerre, c'est de se renseigner, à moins qu'on soit de base quelqu'un de proche, de quelqu'un de robotique, quelqu'un de stoïque, qui arrive vraiment à se séparer de ses émotions. Parce que le pire ennemi sur le marché, ça reste les émotions. Ça va Mm. être l'euphorie dans la montée, ou ça va être la peur dans la descente. Ouais. Et c'est ça qui peut nous faire prendre des décisions qu'on regrette après, parce qu'elles ne seront pas en accord avec notre plan et notre stratégie. Et du coup, pour vraiment réussir à prendre du recul par rapport à nos émotions, bah, le meilleur moyen, c'est d'être renseigné sur ce qui se passe. Parce que plus on a d'informations et on comprend ce qui se passe, on comprend sur quoi on investit, on comprend les mouvements de marché, bah, moins on va être dans l'émotion, plus on va être dans la réflexion et dans l'analyse. Mm. Et du coup, bah, on va prendre des décisions plus équilibrées. D'accord. Ok. Et toi, Léa, du coup, ça commence DCA doucement? Totalement DCA. Parce qu'il y a aussi quand même, donc ce que tu dis, je l'entends, hein, effectivement, le côté, on rentre dedans, on s'y intéresse, et quand on commence à être mieux informé, on peut commencer à faire des analyses et peut-être augmenter ses chances de succès. Mais il y a quand même cette notion un peu qu'on a en chacun de nous, qui est l'aversion au risque. Moi, ça peut sembler très paradoxal, mais j'ai une aversion au risque qui est assez forte. Et pourtant, je suis quand même aussi dans la crypto-monnaie en partie. Et donc le DCA, dans ce cas-là, permet quand même
je pense, de limiter le risque concrètement, et c'est des choses qu'on voit beaucoup, hein, sur internet. C'est le Bien sûr. fameux DCA, Bitcoin, Ouais. Ethereum, et puis on s'en tient là. Et je pense que par contre, des personnes qui ont moins cette aversion au risque, sont prêts, aiment bien un peu les sensations fortes, et pourquoi pas aussi se faire plaisir, hein, s'ils ont des fonds disponibles, commencer à jouer un petit peu plus avec les mouvements de marché, aller sur des plus petites crypto-monnaies ou sur des petits projets pour voir après derrière un peu ce que ça va donner. Donc je pense qu'il y a aussi un peu je pense que c'est un peu lié à la personnalité aussi de Bien chacun. sûr, totalement, totalement. C'est vrai que je l'ai pas dit, si j'ai pas pensé tout de suite quand tu m'as posé la question, mais c'est vrai qu'en fait, cette question, elle est large parce que il y a autant de stratégies que de personnes, en fait. Mmh. Parce que comme tu l'as très bien expliqué, la meilleure stratégie, c'est la stratégie qui nous correspond à nous par rapport à son aversion au risque, son emploi du temps, sa vie, son expérience passée et ses projets futurs. Donc c'est vrai qu'au final, il n'y a pas une meilleure stratégie, on va dire générale pour tout le monde, Ouais. la Ouais. meilleure pour chacun. Et après, le DCA, je crois qu'il y a des études, et tu vas me dire si je me trompe, mais il me semble qu'il y a des études qui disent que c'est peut-être bien la stratégie qui généralement bat toutes les performances sur une moyenne OK. de... Ah oui, sur une moyenne peut-être, ouais. Ça, honnêtement, je sais pas, il faudrait creuser. Mais même, tu vois, si on repart dans la finance traditionnelle et que tu discutes avec ton banquier, si tu veux lancer des investissements en bourse ou quoi, il va te dire, on peut le faire en automatique, on investit dans les 10 plus grands actifs, enfin les actifs les moins risqués, et puis on met la même somme tous les mois sur ces actifs-là, et en moyenne, tu vas faire peut-être du plus 6 ou du plus 7% si on prend les 50 dernières années. Mm, Et effectivement, ça permet de lisser le risque. Donc ouais, ouais, je pense que ça, comme tu l'as dit aussi, il y a l'expérience qui joue. Si tu t'es pris quelques claques sur la crypto-monnaie avant, tu es peut-être un peu plus réticent à prendre du risque. Moi, c'est vraiment un parcours un peu particulier parce que je suis rentré via les Move to Earn. Je connaissais pas le principe de NFT avant, je connaissais pas même, enfin j'avais entendu parler du Bitcoin, mais pour moi c'était quelque chose de super lointain, et je cherchais une manière de trouver une nouvelle motivation dans le sport avec des jeux, et une manière pourquoi pas d'être récompensé, soit en progression dans le jeu, soit économiquement, par son activité physique. Et je suis tombé mm. sur un article de blog de Genopets. Je ne sais pas si vous connaissez Carrément, hein. voilà. Ouais, j'ai un petit génopède moi aussi, hein. Ah ben nickel. Ben voilà, ben je l'ai sur le téléphone aussi. J'y joue tous les jours pratiquement. Et en fait, j'ai découvert ça. Et la première crypto, pour te dire, hein, pour vous dire que j'ai eu sur mon portefeuille, c'est le token GEN, le token de Le GN, ouais, gouvernance. le GN, Voilà. ouais. Avant d'avoir du Bitcoin, avant Ah avoir ouais, de ah ouais, c'est l'Ethereum, marrant. c'est vraiment été la porte d'entrée pour moi. Et après, par contre, je me suis dit, attends, c'est quoi ces trucs, crypto, NFT, C'est marrant, ouais. voilà. C'est pas courant. Et donc, et après, c'est vrai que j'ai discuté avec pas mal de monde qui étaient aussi des sportifs et qui s'intéressaient beaucoup à cet écosystème. Il y a eu Stephen qui a fait énormément de bruit. Et Mm, là, mm. j'en connais beaucoup qui ont investi, tant que ça montait, ils se sont emballés avec la bulle et ils ont commencé à investir de plus en plus dans des actifs sur ce projet-là. Sur C'était Stephen? sur Stephen, ouais. Et c'est un Ouais. projet qui, à une certaine époque, j'en avais, il nous racontait sur des chats Discord, il gagnait plusieurs centaines d'euros en allant courir 10 minutes à côté de chez eux, quoi. Ouais. Et ça, en fait, ça a fonctionné pendant un temps, mais bien sûr, d'un point de vue économique, c'est pas un système qui est durable et qui est soutenable. Et donc, forcément, il y a une grosse chute derrière, et on a des personnes qui ont investi juste avant que ça se crache et qui ont Mm, mm. perdu plusieurs milliers d'euros. Et à partir de là, leur expérience crypto-monnaie en général a été terminée, quoi. Ouais, Donc, c'est vrai que le côté expérience et un peu comment on est rentré là-dedans, ça peut derrière avoir un impact bien sur sûr. la suite et la confiance qu'on accorde dans les crypto-monnaies, c'est clair. Donc, on a parlé de se renseigner. Vous, justement, comment vous procédez en fait pour avoir de l'information autour des crypto-monnaies ou même autour de la DeFi, du Web3? C'est comment vous procédez? À part bien sûr les événements au bar, et que je recommande d'ailleurs très fortement si vous voulez rencontrer des personnes qui sont passionnées et avec qui vous pouvez échanger, bien sûr. Bah, c'est surtout des vidéos YouTube qu'on écoute quotidiennement.
les, les news crypto. Aussi, on suit enfin, moi, je m'amuse aussi à regarder les techs vraiment de dev et de lire les white papers et comment ça se passe derrière et les actualités dessus. OK. Ça me plaît bien. Est-ce que vous avez des noms peut-être alors soit sur YouTube ou pour la partie plus tech, parce que peut-être il y a des personnes comme toi, Léa, qui aimeraient un peu se lancer dans cet écosystème, se lancer dans des projets. Comment tu fais pour apprendre là-dessus en autodidacte, est-ce que tu as quelques sources d'informations que tu pourrais recommander? Alors, il y a une source enfin, que j'ai bien aimée qui s'appelle Learn Web3 DAO. Ok, En gros, ça propose tout un tas de sujets pour apprendre à développer, pour avoir les bases en blockchain, un petit peu en DeFi. Et dessus, il parle beaucoup de projets décentralisés qui permettent de faire ce qu'on fait actuellement en centralisé. Et j'ai trouvé ça très, très intéressant. ok. Et c'est full gratuit ou? Vraiment gratuit. Tu connectes ton wallet et c'est bon, c'est parti. D'accord, super. Ce qui est Bon. vachement cool aussi, c'est que tu as différents niveaux de progression. C'est un peu comme le système scolaire américain, tu sais, junior, senior, je sais plus, c'est quoi, sophomore, un truc comme ça. Et Ok. tu en as quatre, et à la fin, chaque fois que tu valides un niveau, tu gagnes un NFT qui dit bravo, t'as ce niveau-là. D'accord, ouais, donc il y a un esprit, enfin, il y a un peu une gamification qui se. Ah, Ok. c'est ça. Ouais, c'est vachement ludique. Ben, d'ailleurs, je mettrai le lien en description de la vidéo pour ceux que ça intéresse et qui ont envie de développer des compétences là-dedans. Ok. Et d'un point de vue peut-être plus journaux classiques, donc il y a Coin Tribune par exemple, mais je sais pas si vous avez d'autres éléments à me Sûr. recommander. C'est Ah, quoi? moi, j'ai une consommation boulimique de tout ce qui peut se produire comme contenu sur Internet. Ça va être surtout du francophone. Mais après, c'est vrai que c'est assez sympa aussi d'aller voir un peu dans les autres langues, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes infos. Pas dans le sens où les infos vont se contredire, mais dans le sens où on va pas forcément parler des mêmes choses. Et D'accord. du coup, ça se complète, c'est cool. Mais c'est vrai que bah, en France, on a l'embarras du choix entre Cryptost, Journal du Coin, HR, Cryptomatrix, Crypto Future. Il y en a moult qui font du très bon travail euh, par rapport même aux chaînes d'information à la télévision. Aujourd'hui, il y a des youtubeurs, ils ont vraiment pas de quoi rougir. Peut-être pas au niveau technique, mais au niveau volonté de bien faire, au niveau recherche, au niveau implication. Et puis niveau ambiance, c'est du bonheur. Donc ouais, il y a vraiment de quoi faire pour s'informer, que ce soit sur YouTube ou par le biais de newsletters ou de blogs. Ouais. Ok. Bah écoute, on leur lance le bonjour. À tous. C'est vrai que c'est quand même des sources d'informations pertinentes, que ce soit sur YouTube ou sur leur blog, effectivement, ou leur site web. Euh, je vais peut-être m'auto-flageller un peu avec cette question-là. Vous avez évoqué YouTube. On sait que Twitter, c'est aussi un réseau social qui est très utilisé par les créateurs de contenu crypto. Euh, Comment dire? Alors, du coup, il y a on en parlait aussi avec Audrey GHN sur un épisode précédent. Il y a la différence entre influenceur, créateur de contenu, où on aime, voilà, on sait que c'est un monde où il y a quand même forcément, hein, il faut qu'ils puissent se rémunérer aussi, et c'est tout à fait normal, mais il peut y avoir des placements de produits, il peut y avoir certaines positions qui sont prises euh, par rapport à certains projets, parce que derrière, il y a des financements, il y a des choses comme ça. Et là, on touche quand même à un monde qui est un monde financier, où on peut dépenser de l'argent, enfin, en tout cas, on peut investir dedans. Quelle est votre approche par rapport à ce monde-là? Parce que c'est vrai qu'on sent qu'il y a un peu deux grands groupes, c'est-à-dire qu'il y a un peu les débutants qui veulent avoir accès à des informations très vulgarisées, très accessibles, et donc dans ce cas-là, YouTube, Twitter, ça peut être super bien, ou même des infos un peu en temps réel, ça vient très vite. Et puis on sent qu'il y a un peu un groupe de puristes qui essayent de se tenir. Il y en a même, enfin j'ai vu il y a pas longtemps un compte Twitter qui justement essaye de spotter les moments où il y a des placements de produits. Parce qu'on peut, moi j'en suis pas mal, hein, forcément, et certains que je connais très bien,
qui vont faire à un moment qui vont parler d'un projet, qui vont peut-être offrir un NFT ou des réductions pour rentrer dedans. Et en fait, on voit, il y a un compte Twitter qui met, regardez, là, il y a eu un placement de produit pour tel projet, et on voit en fait les 15 ou 20 comptes d'influenceurs ou créateurs de contenu, ça dépend comment on les nomme, mais qui font exactement la même publicité au même moment. Du coup, vous, quelle est votre relation par rapport à ces contenus-là? Vous les considérez à même hauteur? Vous essayez de croiser? Moi, je les consomme quand même. Le tout, c'est de le savoir. Hmm. Une fois qu'on sait qu'effectivement, ils ont pris un billet parce qu'ils ont une communauté de 400 000 followers et qu'ils ont placé une marque ou qu'ils ont parlé d'un projet, hein, ça peut être un projet crypto aussi, hein, qui va les payer voilà, c'est leur budget com. Ils vont payer des youtubeurs, c'est eux qui ont l'audience parfaite pour leur projet. Une fois qu'on le sait, on prend un recul après sur ce qu'ils disent. Effectivement, si après ils vont tambouriner avec des compliments à tire-larigot sur le projet, on a pris un recul. Hmm. On sait que bon, c'est peut-être un peu surdosé parce que il a pris un billet. Hmm. Et ça veut pas dire que tout est à jeter aussi. Et effectivement, quand on fait quand même, une fois qu'on le sait, on fait quand même assez vite la différence avec un YouTuber qui parle d'un projet sans avoir pris de billet. Ouais. Il y en a d'autres qui l'annoncent parce que c'est tellement, comme tu dis, hein, c'est tellement devenu un sujet sur les réseaux. Il y en a qui se font même insulter parce qu'ils ont pris un billet au passage. C'est devenu un sujet. Donc maintenant, il y a des youtubeurs, ils disent directement, bon voilà, c'est un partenaire. Et, on a signé un contrat. Puis il y en a qui disent, bon bah là, moi, j'ai rien pris au passage. Je vous parle de ça parce que vraiment, c'est un coup de cœur. Je crois qu'ils sont obligés de dire que c'est un partenariat rémunéré. Ils n'ont pas le droit de C'est le possible, cacher. ouais, c'est possible. Je sais Ouais, pas. je C'est pense que possible. je pense que oui. Alors, enfin oui, pour en avoir fait un, effectivement, alors notamment sur YouTube, tu dois mettre inclus une communication commerciale, et ça s'affiche au niveau de la vidéo. Oui, oui, ça c'est clair qu'ils doivent le signaler. Et comme tu disais, en fait, c'est pas tout ce qui est YouTube, tout ce qui est Twitter, on supprime, parce que comme tu dis, il y a du hacheur par exemple dessus. Il y a des personnes qui font de l'excellent contenu et qui vulgarisent pour tout le monde. Mais Mm. effectivement, il faut essayer de prendre un maximum de recul et faire la différence. Comme tu dis, Léa, c'est obligatoire, mais il y en a certains sur Twitter qui vont pas forcément le signaler, ou qui vont faire que, ou alors tu regardes le contenu et ça va être une succession de giveaways toute la journée. Ouais, ouais. Et en fait, finalement, il n'y a pas vraiment de la valeur ajoutée par rapport au contenu. Donc voilà, c'est bien d'en suivre pas mal. Et comme vous disiez, il y a quand même des journaux un peu références, que ce soit Mm, en mm. France ou même au niveau euh, américain, où là, quand même, on est sur des choses assez qualitatives et assez complètes. Ok, ça marche. Du coup, peut-être, donc on arrive un peu au terme de cet épisode. Comment on peut vous contacter pour connaître vos actus, alors que ce soit les actus du bar, mais aussi par exemple Léa, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont besoin de développer des projets, qui peuvent faire appel à toi. Comment on peut vous retrouver? Sur Twitter. Twitter. Ok, ben écoute, je mettrai le lien en description. Moi, c'est bah, le bar, ça va être Twitter aussi. oui, Twitter aussi. Ça va être Instagram, ça va être aussi Facebook. Ouais. Et même on peut me contacter sur Telegram. Il y a un groupe qui est conçu pour les meet-up Bitcoin, crypto. Et voilà. Du coup, Ok, ouais, donc les différents réseaux sociaux, vous pouvez aussi taper hein, le bon mélange sur Google. oui, oui, Vous aurez, ouais, j'y ai pour, pas pour, pensé. pour, Le pour bon ceux mélange. qui, alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de crypto dans cet épisode, mais pour ceux qui veulent juste venir au bar et profiter ou Voilà. découvrir l'écosystème crypto Ceux qui avec aiment les la gens, bière, qui aiment le vin. Ouais. ouais, Voilà. il y a, Le bon mélange Toulouse ou Blagnac. Parce que la vraie ville, c'est Blagnac, mais c'est collé à Toulouse. Mais on tombe direct dessus. Ok, bon, ben ça marche. Je finis peut-être avec une toute dernière question que je pose en fait à chaque fois à tous les invités sur ce podcast. C'est, vous avez donné déjà quelques éléments, mais quel conseil vous pourriez donner à quelqu'un qui veut se lancer dans l'écosystème crypto-monnaie, Web3, que ce soit pour, par exemple, développer un commerce, entamer une reconversion professionnelle, voilà, trouver un métier dans le Web3. Donc là, par exemple, Léa, tu peux en discuter, ou même d'un point de vue investissement, voilà, acheter du Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies. En partant de zéro?
Voilà, quelqu'un qui là, écoute ce podcast par exemple et se dit: «Ah beh, c'est quand même un écosystème qui a l'air intéressant, je veux voir un peu ce que ça donne et je veux soit, me reconvertir à fond dedans, soit, investir, soit pourquoi pas autoriser le paiement, dans son commerce si la personne détient une activité». Tu veux commencer? Moi, j'aurais qu'un seul conseil à donner, c'est consommer plein d'informations, se renseigner au maximum et faire le tri soi-même et vraiment trouver ce qui te correspond. Je vais la paraphraser, hein, parce que c'était la même réponse. Donc ouais, s'informer. Mmh. S'informer et avec sérénité parce que je pense que chaque heure, dépensée dans de l'information, c'est des heures qui seront jamais perdues. Ça marche, donc le mot de la fin quand même c'est, avant tout, aller chercher Éduquer. des informations et s'éduquer, ouais, autour de l'écosystème. Ça marche. Bon, beh, écoutez, beh, merci beaucoup Léa et Nathan pour votre temps ce soir Merci à toi. Yes, merci à toi. et puis, voilà, si vous voulez, si on veut vous rencontrer, bah, il faut aller au Bon Mélange à Blagnac, donc au plaisir de vous y retrouver, à l'occasion et puis, ou à Toulouse. Yes, peut-être vendredi? Ouais, alors je vais voir, je suis pas sûr encore de pouvoir venir, mais en tout cas, voilà, les gens qui veulent y aller notamment, ben, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Telegram dont tu parlais, où en général ça se met là, on a les actualités et c'est super intéressant. Ça marche. Yes. Merci beaucoup. Merci à toi, Charles.